Bonjour à tous. Je pense que nous avons patienté quelques minutes et on pourrait commencer maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur l'introduction à l'analyse longitudinale avec les données de PMA. Cette session a été préparée par IPUMS et PMA. Mon nom est Guy Bailly, je suis gestionnaire de données à PMA Baltimore et je vais vous entretenir sur la version française de ce webinaire qui a été déjà présenté par l'investigateur principal Phil Englevich lors de la session en anglais. Sans plus tarder, nous allons démarrer dès maintenant. Nous allons démarrer cette présentation avec une question de recherche qui est la suivante. La pandémie à COVID-19 a-t-elle impacté l'utilisation de la méthode contraceptive? C'est la question que d'aucuns pourraient se poser et que nous nous poserons pour pouvoir alimenter cette session. Au début de la pandémie à COVID-19, de nombreux experts se sont positionnés sur la question et nombreux affirmaient que la COVID-19 allait avoir un grand impact sur l'utilisation de la contraception dans les différents pays, notamment ceux en voie de développement ou à revenus faibles, en raison de plusieurs aspects. L'un des premiers éléments que d'aucuns avançaient était la perturbation observée au niveau de la chaîne d'approvisionnement des produits contraceptifs, d'une part. D'autre part, on avait également le coût élevé des contraceptifs qu'on observait sur le marché. Et troisième élément qu'on pourrait ajouter également à la liste, c'est l'accès aux formations sanitaires ou sinon la distanciation sociale au niveau des formations sanitaires qui empêcherait des personnes qui voudraient en bénéficier de pouvoir en bénéficier. Donc, ces différentes raisons-là ont servi de support de justificatif pour suspecter que la COVID-19 allait avoir un impact désastreux sur l'utilisation contraceptive de nos populations, notamment ceux à revenus faibles. Et c'est dans ce sens que plusieurs articles, comme on peut le voir, ont été élaborés afin d'étayer cela au début de la pandémie. Et beaucoup prédisaient déjà une augmentation des grossesses non désirées, surtout chez les populations à revenus faibles. C'est ainsi que cette question de recherche va constituer le support de cette session où nous allons ensemble utiliser les données de PMA afin de pouvoir attester de l'impact de la COVID-19 sur l'utilisation contraceptive, notamment en utilisant les données longitudinales de PMA d'avant et de pendant la pandémie. Cette session sera structurée autour de différents points qui sont les suivants, notamment une présentation générale de PMA animée par moi-même. Cela va s'ensuivre d'une présentation des membres du panel PMA. Par la suite, l'équipe de IPUMS prendra le relais afin de nous animer sur leur rôle, nous apprendre comment créer un extrait de données et aussi nous aurons une session pratique de l'analyse longitudinale avec deux packages de logiciels, notamment R et Stata. Nous aurons deux groupes, un groupe pour R et un groupe pour Stata, et chaque participant, selon son degré d'aisance avec un package de logiciels donné, pourra rejoindre la salle en fait qu'il voudra. Et nous terminerons cette session avec une conclusion. Commençons ici par une présentation générale de PMA. PMA a été initié en 2013 à la suite du sommet de Londres sur la planification familiale. L'objectif principal était de disposer d'un outil capable de suivre les indicateurs clés de planification familiale au fil du temps. C'est ce que PMA a réalisé au sein de 11 pays et continue de faire jusqu'en date d'aujourd'hui. Par la suite, en 2019, le design, la méthodologie de PMA a changé et est passé des enquêtes transversales répétées à un design de type longitudinal pour les données. Je vous en dirai plus dans les slides à venir. Ces slides que nous avons là nous montrent en quelque sorte les accomplissements de PMA au fil des années. Et en date d'aujourd'hui, les accomplissements phares est que PMA est en train de réaliser près du million d'interviews et cela sera atteint dans les années à venir. Comment fonctionne PMA? PMA fonctionne à travers un système de collecte de données bien éprouvé et qui démarre avec les enquêtrices résidentes, encore appelées ER. Une ER est une enquêtrice qui réside dans ou à proximité de la zone d'étude ou zone de dénombrement de PMA. L'enquêtrice va collecter les données au niveau ménage et au niveau des sites de prestations de santé
à travers un smartphone utilisant une application de collecte de données mobile qui s'appelle ODK. Lorsque les données sont collectées et correctement collectées par l'ER, elle va ensuite les soumettre au serveur en les envoyant, en utilisant la connexion Internet. Et ces données-là vont se retrouver au serveur central de PMA qui va agréger les données au niveau d'une base de données centrale. Puis, ces données seront ensuite accessibles aux gestionnaires de données de PMA qui vont travailler à tout ce qui est assurance qualité de données, suivi des données en temps réel, afin de pouvoir fournir des rapports aux superviseurs sur le terrain ou disposer de feedback, corriger la base de données au fur et à mesure que la collecte de données se poursuit. Et lorsque les données sont vérifiées et elles sont apurées, correctes, on dispose d'une base de données finale qui sera utilisée pour la visualisation des données, notamment la production de rapports, de fact sheets, de tableaux de bord interactifs, de briefs, de présentations, mais aussi d'articles et tout ce que vous pouvez imaginer comme support de communication. Et une fois la collecte de données terminée, l'analyse, PMA se donne 6 mois afin de pouvoir mettre à disposition de manière gratuite la base de données collectée pour les différents utilisateurs finaux. Ainsi, les utilisateurs finaux peuvent disposer de cette base de données-là à travers soit le lien de PMA en ligne ou le lien de IPUMS où ils peuvent faire la requête et télécharger la base de données disponible. Où travaillons-nous? PMA intervient dans 9 pays à l'heure actuelle. Les données que PMA collecte sont représentatives du niveau national pour certains pays tels que l'Ouganda, le Kenya, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Au Nigeria, PMA collecte les données pour les États de Kano et de Lagos. En RDC, République démocratique du Congo, PMA collecte les données pour les provinces de Congo central et de Kinshasa. Pour l'Inde, PMA collecte les données au niveau du Rajasthan. Et en Éthiopie, PMA collecte les données également pour ce qui concerne la santé maternelle. Si je suis le graphique, les différents partenaires avec lesquels nous travaillons, vous avez aisément l'occasion de le lire. Quel est le modèle d'étude que PMA utilise? Ce graphique-là va nous entretenir en quelque sorte sur le modèle d'étude adopté dans PMA. Le design de PMA se présente comme suit. Nous avons une enquête panel que nous réalisons au niveau du ménage et des femmes à l'an 1, ou si vous voulez à la phase 1 ou encore au baseline. Donc, nous démarrons par un panel ouvert de ménages et de femmes qui sont éligibles et qui vont faire partie de notre échantillon de départ. Par la suite, ces ménages et ces femmes-là seront suivis 2 fois de façon consécutive sur une base annuelle. Ça veut dire en fait qu'après le baseline, donc la phase 1, il y aura une phase 2, il y aura une phase 3 avec un intervalle de 12 mois. C'est ce que nous avons déjà réalisé dans nos enquêtes PMA. Au niveau de chaque visite, les femmes éligibles peuvent entrer dans le panel lorsqu'elles sont éligibles par l'âge, donc elles ont 15 ans, ou elles peuvent sortir du panel aussi, lorsqu'elles sont plus éligibles par l'âge notamment. Je vous donnerai plus de détails dans les slides qui vont suivre. Les structures de prestation de santé, encore appelées SPS, font partie de notre échantillon et sont également enquêtées. Au baseline, on dispose de SPS publics et de SPS privés. Ces structures de santé-là sont liées à notre échantillon de ménages et de femmes, dans la mesure où les structures de prestation de santé sont échantillonnées à l'intérieur des ZD qui desservent les populations. Donc, il s'agit, l'échantillon SPS de PMA concerne donc les différentes structures de santé qui desservent les populations dont les ZD font partie de l'échantillon de PMA. Et ces SPS-là font donc partie de l'échantillon de PMA. Elles sont enquêtées au niveau du baseline et également il y a un suivi qui est fait au niveau de ces SPS-là suivant une certaine périodicité en fonction du choix des pays. La périodicité peut être annuelle ou chaque 6 mois. Tout dépendra du choix que le pays a adopté. Hormis les données au niveau des structures de formation, les structures sanitaires, on dispose également des enquêtes clients post-consultation qui sont aussi menées au niveau de la formation sanitaire. Grosso modo, nous disposons de données panel
qui nous permettent de faire des estimations sur les données panel. Et également, au même moment, nous produisons des estimations transversales qui concernent les différents indicateurs clés de planification familiale qui sont vraiment utiles pour le ministère de la Santé. Quelle est l'approche d'échantillonnage du PMA? Globalement, PMA vise l'estimation du taux de prévalence contraceptive moderne, encore appelé TPCM, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3% en point de pourcentage, tout ce qui est indicateur qui sera estimé. Pour ce faire, PMA se dote d'une méthodologie d'échantillonnage de son enquête qui est la suivante. Il s'agit de réaliser sur le terrain une enquête par grappe à plusieurs degrés, stratifiée selon le milieu de résidence, rural, urbain ou par région. Une fois cette approche adoptée, il nous faut disposer des aides dans lesquelles les différentes enquêtrices vont pouvoir collecter l'information. Et ces aides échantillons-là, le PMA, sont fournis à travers un travail des instituts nationaux de statistiques qui se trouvent dans les différents pays où intervient PMA. Le partenaire donc d'implémentation de PMA dans le pays prend attache avec l'Institut national de statistique, INS, de ce pays, afin de disposer de l'échantillon PMA et en se basant sur le recensement général des populations produit par les INS, il dispose de l'échantillon maître où il faut tirer la liste des ZD utiles à l'échantillon PMA. Une fois cette sélection réalisée, nous pouvons donc dire que nous disposons de l'ensemble des ZD utiles à l'enquête PMA. L'étape suivante de l'échantillonnage de PMA est qu'au démarrage de la collecte de données, les différentes enquêtrices résidentes vont délimiter la ZD, connaître les limites de la ZD, et vont cartographier ces ZD-là et faire un listing complet, donc un recensement de tous les ménages de la ZD. Une fois ce recensement réalisé, les repères pris, les limites connues au niveau de la ZD, nous allons commencer à procéder à l'enquête de base, qui vise maintenant à faire une sélection des ménages qui feront partie de l'échantillon PMA. Nous sélectionnons 35 ménages par ZD. Et donc, vu que le recensement a été réalisé, nous allons sélectionner 35 ménages parmi la liste de tous les ménages recensés au niveau de la ZD. En moyenne, nous notons 200 ménages par ZD. Aussi, toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans au niveau de l'enquête de base seront donc incluses dans l'enquête. À la phase 2, donc après le baseline, les ER vont retourner dans les mêmes unités de résidence interviewées à la phase 1 et administrer les questionnaires ménages et femmes, de nouveau, aux femmes consentantes de 15 à 49 ans, indépendamment du fait qu'elles aient participé à la phase 1. Ce qui veut dire en fait que les femmes interviewées dans les ménages à la phase 2 contiennent celles qui avaient déjà été interviewées à la phase 1. Donc, une femme interviewée à la phase 1 peut être réinterviewée à la phase 2. Et de nouvelles femmes également peuvent intégrer l'enquête pourvu qu'elles soient juste éligibles par l'âge. Les femmes qui ont quitté par contre leur ménage à la phase 1 sont éligibles au suivi également à la phase 2, à condition qu'elles habitent toujours dans les limites de la ZD ou non loin de la ZD d'origine dans laquelle l'enquête avait précédemment eu lieu. Après avoir présenté la méthode d'échantillonnage de PMA, nous allons procéder ici aux procédures de pondération qui intéressent au plus gros point PMA parce qu'il s'agit ici de fournir des estimations représentatives du niveau national ou infranational, dépendamment de ce qui est considéré. Pour cela, donc, nous disposons de plusieurs types de poids ici, des poids transversaux et des poids panels. Pour les poids transversaux, il s'agit simplement de créer l'inverse de la probabilité de sélection des ménages. Et ces poids-là seront donc ajustés aux non-réponses au niveau ménage et au niveau ZD. Pour les poids longitudinaux, ou encore poids panel, ils sont calculés comme les poids de l'enquête de base femme ajustés au perdu de vue. Donc, pour l'ajustement au perdu de vue, il s'agit pour PMA d'utiliser l'inverse de la probabilité prédite pour une femme du baseline de compléter l'enquête de base. Et cette approche donc, est donc utilisée afin de pouvoir disposer d'un poids panel correct que nous pourrons ajuster dépendamment de l'attrition. Et enfin, il faudrait noter que les poids de l'enquête ménage et femmes sont normalisés au niveau national et au niveau aussi infranational. Sur ce, je vais maintenant passer la parole à Audrey
pour vous entretenir sur les membres du panel PMA. Merci Guy. Bonjour à tous, je suis Audrey Yao et je suis chargée de programme au Gates Institute de l'Université de Johns Hopkins. Au cours de cette session, je présenterai un bref aperçu sur la méthode utilisée lors des enquêtes panel et des individus constituant l'échantillonnage du panel. Cette session est la version française du webinaire préalablement réalisé par Wu Chiang Fleming, chargé de programme à PMA. L'approche d'échantillonnage PMA est une approche structurée basée sur les ménages ou les unités de résidence. Une unité de résidence est définie comme une pièce ou un groupe de pièces occupées par un ou plusieurs ménages. PMA considère chaque ménage physiquement structuré qui a été sélectionné de façon aléatoire pour la phase 1 comme le panel fixe. À la phase 2, les enquêtrices résidentes ou ER retournent à leur zone de dénombrement ZD sélectionnée et réidentifient les unités de résidence de la phase 1. Pour rappel, les unités de résidence de la phase 1 sont des unités de résidence sélectionnées aléatoirement et inclus dans l'échantillon de la phase 1. Une fois que l'unité de résidence de la phase 1 a été identifiée, l'enquêtrice mène l'interview ménage et identifie les femmes éligibles pour l'enquête femmes. Comme Guy l'a mentionné plus tôt, les critères d'éligibilité pour l'enquête femmes sont les suivants. Les femmes compétentes pour répondre au questionnaire, dont l'âge varie entre 15 et 49 ans et qui vivent dans leur ménage sélectionné ou qui ont dormi dans un ménage sélectionné la veille de l'enquête. Si la femme a déjà reçu une interview de base à la phase 1 et qu'elle a également consenti à être suivie ou rappelée, elle recevra une enquête de suivi panel femmes. Si la femme n'a pas reçu d'enquête de base à la phase 1, il s'agit de cas où la femme avait moins de 15 ans, par exemple, au moment de l'enquête de la phase 1, ou d'une nouvelle femme qui a aménagé dans le ménage, ou encore d'une femme qui avait dormi la veille de l'enquête dans la dite unité de résidence. Elle recevra l'enquête de base femme et devra consentir au suivi de l'enquête panel. Il existe également des cas où des femmes du panel ont quitté les unités de résidence de la phase 1. Dans ces cas, les ER ont reçu pour instruction de rechercher plus d'informations sur ces femmes, soit auprès de leur ménage, auprès de leurs voisins, soit en les appelant directement sur leur téléphone si les numéros de téléphone avaient été fournis auparavant. Si la femme a déménagé dans une nouvelle unité de résidence, comprise dans la zone d'études, l'enquêtrice localisera la nouvelle unité de résidence et administrera le questionnaire ménage à son nouveau ménage. Même si au préalable, ce ménage n'avait pas été sélectionné pour l'enquête PMA. Cela nous aide à recueillir des informations clés sur sa nouvelle unité de résidence dans laquelle la femme du panel réside à ce moment précis. Ensuite, la femme du panel recevra le questionnaire de suivi du panel femmes. Il y a aussi des cas où les femmes du panel déménagent dans de nouvelles unités de résidence à l'extérieur même de la zone d'études. Dans ce cas, elles seront considérées comme perdues de vue. Il peut arriver que les femmes du panel refusent de continuer à participer ou alors aucune information n'est disponible concernant leur localisation. Dans ces cas-là, elles sont également considérées comme perdues de vue. En somme, les femmes membres du panel sont les femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont reçu le questionnaire de base femmes à la phase 1 et qui ont consenti au suivi. Concernant la perte de vue, dans l'enquête panel, cela se produit lorsqu'une femme du panel n'a pas été retrouvée pour un entretien
dans les enquêtes ultérieures. En effet, cela pourrait se produire à 4 niveaux. Pour commencer, au niveau de l'unité de résidence, ensuite au niveau du ménage, encore au niveau du tableau du ménage, ou alors au niveau du questionnaire femme. Au niveau de l'unité de résidence, la perte de vue se produit lorsque l'enquêtrice est retournée à l'unité de résidence de la phase 1 et que l'unité de résidence n'a pas été retrouvée ou qu'elle a été détruite ou remplacée par une structure commerciale. De plus, le positionnement de l'ensemble du ménage du panel où les femmes qui résidaient dans l'unité de résidence est resté inconnu et les femmes n'ont pas pu être jointes par téléphone. Dans ces cas, la femme du panel est considérée comme perdue de vue. Étant donné que la conception globale de l'enquête PMA comprend des enquêtes transversales en plus du panel, si la perte d'unité de résidence est supérieure à 10%, les unités de résidence sont remplacées afin d'atteindre la taille cible d'échantillon. Par ailleurs, si lors du suivi au niveau du ménage, lorsque l'enquêtrice est retournée à l'unité de résidence de la phase 1 et l'unité de résidence a été localisée, mais le ménage précédemment sélectionné n'y vit plus, et de surcroît, aucune information sur l'ensemble du ménage où les femmes du panel qui y résidaient n'a pu être recueillie, les femmes du panel sont considérées comme perdues de vue. Il peut également y avoir des cas où le ménage est localisé, mais les répondants ont refusé de participer à l'enquête auprès des ménages ou n'ont pas répondu de façon intégrale à l'enquête auprès des ménages. Dans ces situations, le tableau de ménage ne peut être mis à jour et le questionnaire de suivi des femmes ne peut être généré pour la femme du panel. Elle sera ainsi considérée comme perdue de vue. De plus, une perte de vue au niveau de la liste des ménages se produit lorsque l'enquêtrice a mené l'enquête auprès des ménages dans l'unité de résidence de la phase 1. Elle a découvert que la femme du panel ne faisait plus partie du ménage et cela peut être dû au fait que la femme est décédée ou a quitté la région et que personne ne sait où elle se trouve ou encore que personne n'a d'informations à son sujet. Dans ces situations-là, la femme du panel est considérée comme perdue de vue. Enfin, la perte de vue au niveau du questionnaire femme peut se produire également lorsque la femme du panel n'était pas disponible pour une entrevue lors des 3 visites de l'enquêtrice. Ou alors, elle a refusé de participer à la phase 2, ou encore, elle n'était pas en mesure de participer, même si elle avait consenti au suivi lors de la phase 1. Dans certains cas, la femme du panel pourrait également devenir invalide en raison de maladies ou d'autres problèmes. Dans d'autres cas, elle pourrait commencer l'entretien, mais ne pas l'achever. Dans toutes ces situations, la femme du panel est considérée comme perdue de vue. Sur ce, je vais conclure ma session et je vais passer le relais à l'équipe IPOMS. Merci.
Merci, Luthi. Bonjour, je m'appelle Daven Christensen, je suis une analyste de données senior et je suis le chef de projet du IPAMS PMA. Je suis avec IPAMS depuis 2012. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec IPAMS, je vais expliquer brièvement ce que nous faisons. Nous sommes basés à l'Université du Minnesota aux villes jumelles et nous prenons des données à usage public, telles que des données de recensement et d'enquête du monde entier, et nous les intégrons dans le temps et dans l'espace. Nous documentons également systématiquement les données pour faciliter leur utilisation par les chercheurs, pour étudier le changement, mener des recherches comparatives, fusionner les informations entre les types de données et analyser les individus dans le contexte de la famille et de la communauté. Alors, nous sommes financés par plusieurs entités, y compris les instituts nationaux de santé, la Fondation nationale des sciences, etc., de sorte que l'accès aux données que nous harmonisons est toujours gratuit. Diapo suivante, s'il vous plaît. Une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que nous ne procédons pas à la collecte de données nous-mêmes, mais nous nous associons à d'autres organisations et nous accédons aux données existantes telles que le suivi pour l'action et nous les rendons plus faciles à utiliser afin d'offrir une variété de collections de microdonnées à partir des données de recensement américaines et internationales, ainsi que les données provenant d'enquêtes sur la main-d'œuvre, l'utilisation du temps, la santé et les enquêtes de revue. Nous avons également quelques collectes de données agrégées sur la population et le recensement agricole. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc ici, au niveau de l'IPAM, ce que je veux dire par harmoniser et intégrer, c'est que nous nous assurons que les codes et les noms des variables sont cohérents dans le temps et dans le lieu et qu'une grande partie de notre travail est la documentation complète au niveau de la variable. Une diapo de plus, parfait, merci. Donc nous testons de manière empirique les univers de variables afin que vous compreniez le dénominateur avec lequel vous travaillez, avec n'importe quelle variable avec laquelle vous pourriez travailler. Nous affichons également les questions d'enquête associées avec les variables et nous notons également des problèmes de comparabilité dans le temps ou entre les enquêtes nationales. Notre site web qui permet aux utilisateurs de télécharger des données dans différents formats de données tels que Stata, SPSS, SAS, CSV, et fixe avec quel revenu en combinaison avec notre paquet R de l'IPAMS qui sera démontré lors de notre session en petits groupes. Ceci facilite le téléchargement de données dans notre format et nous lions également les fichiers PMA longitudinaux pour vous sur le site IPAMS PMA. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, notre caractéristique de l'IPAMS PMA et notre projet commun des données qui publie un blog qui a de nouveaux posts environ 2 fois par mois. Ce blog est une excellente ressource pour l'utilisation des données PMA de l'IPAMS. Ils mettent en évidence les publications qui ont utilisé les données et ils incluent notre code pour décrire comment l'analyse ou les visualisations de données ont été réalisées. Le blog travaille actuellement sur une série en 6 parties sur les données longitudinales de PMA, alors n'hésitez pas à le visiter et à rester à l'écoute pour les futurs posts. Diapo suivante, merci. Donc cela nous amène au sujet de l'atelier d'aujourd'hui. Nous voulions donc encadrer l'atelier aujourd'hui en termes d'une question de recherche à laquelle vous pourriez répondre avec les nouvelles données longitudinales PMA, celle de savoir si la COVID-19 a eu un impact sur l'utilisation des contraceptifs. Et il s'agit d'une question très générale. Nous voulions vous présenter une approche que vous pourriez utiliser. Donc d'abord, on voulait vous montrer comment télécharger des données que vous devez utiliser pour répondre à la question. Et ensuite, nous allons vous montrer une simple visualisation de données que vous pouvez facilement faire vous-même dans Stata ou R, puis démontrer une simple régression logistique en utilisant plusieurs mesures possibles des impacts de la COVID-19 et estimer la probabilité qu'une femme arrête ou adopte une méthode contraceptive entre fin 2019 et fin 2020 qui correspondent aux 2 phases des données d'enquête que nous utiliserons aujourd'hui. Pour aujourd'hui, nous avons choisi la perte de revenus due au COVID-19 et la préoccupation personnelle d'une femme, l'inquiétude personnelle sur la possibilité d'être infectée par le COVID-19 comme 2 impacts potentiels de la pandémie qui ont pu influencer la demande d'une femme pour la contraception. Et la section suivante du webinaire sera un tutoriel sur la façon de créer un fichier de données personnalisé sur le système de diffusion en ligne IPAMS afin d'offrir des échantillons transversaux comme ceux que vous avez mentionnés et Phil en a parlé. Mais vous pouvez également accéder aux données longitudinales sous forme longue ou large. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît.
Et donc, une dernière, et nous aurons terminé. Donc, ce que je veux dire par forme longue et large, d'abord, et puis un clic de plus. Parfait. Alors, quand je dis forme longue, je veux dire que nous avons la même personne sur plusieurs lignes. Donc, le FUINSTID est l'identifiant féminin que nous utilisons pour lier les enregistrements féminins dans les données de l'IPAMS. Donc, remarquez que nous voyons la même femme dans la phase 1 et la phase 2 sur des lignes différentes. Donc, dans l'échantillon de référence, elle avait 28 ans et un an plus tard, à la fin 2020, elle avait 29 ans. Et c'est la variable d'identification qui est répétée. Diapo suivante. C'est parfait. Ensuite, forme large. Et chaque individu a sa propre ligne et différentes variables pour représenter ses caractéristiques dans chaque période de temps. Donc, si vous voyez comme dans la phase 1, son âge serait contenu dans la variable âge-bas et 1, et son âge serait contenu dans âge-bas 2. Donc, ce n'est pas affiché, mais cet identifiant féminin était sur cet écran. Vous remarquerez qu'il n'a pas été répété car il n'y a qu'une seule ligne par femme et un autre clic. Excellent. Donc, vous voyez, comme vous voyez, cette femme avait 21 ans dans le temps 1 et elle n'était pas mariée. Mais à la fin ou à la phase 2, elle était mariée. Donc, de cette façon, vous utilisez, vous pouvez voir le changement au fil du temps dans la même rangée. Et avec ça, je vais partager mon écran et démontrer comment créer un fichier de données sur le site web IPAMS-PMA. Alors, nous allons commencer à partir de la page d'accueil PMA de l'IPAMS et vous avez accès au système de diffusion de données en allant sélectionner des données ici. Où vous pouvez également descendre pour obtenir des données afin d'accéder aux données. Vous devez vous inscrire pour un compte gratuit avec l'IPAMS PMA. Vous devrez décrire votre projet de recherche et les pays auxquels vous avez besoin d'accéder. Si l'utilisation décrite est une utilisation non commerciale et qu'elle s'inscrit de manière appropriée dans le cadre des données PMA, je lirai votre demande et approuverai votre enregistrement. Donc, la première fois que vous accéderez au système de diffusion de données PMA de l'IPAMS, vous serez accueilli avec ce menu et au-delà des données longitudinales et de planification familiale, PMA a collecté de nombreux types d'enquêtes différentes. Il y a la nutrition, la santé maternelle du nouveau-né, mais celle sur laquelle nous allons nous concentrer aujourd'hui se focalise sur la personne et la planification familiale. Je vais cliquer sur ce sujet. Et la première chose que je veux faire est de sélectionner mes échantillons afin de filtrer la vue pour moi-même. Car il y a des milliers de variables, mais nous voulons simplement sélectionner celles qui sont contenues dans les échantillons que nous examinons aujourd'hui afin que vous puissiez accéder à la version transversale des données par défaut. Mais aujourd'hui, nous examinerons la longitudinale et vous allez survoler ces icônes pour vous rappeler les différences entre le long et le large. Et nous avons également un lien vers une documentation complète sur ce à quoi les fichiers devraient ressembler lorsque vous les téléchargez et qu'ils soient longs ou larges. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous en tenir au format large et pour cet atelier, nous allons jeter un coup d'œil aux données longitudinales du Burkina Faso et aussi du Kenya. Et enfin, nous allons garder uniquement les femmes interrogées. C'est la valeur par défaut, mais si vous voulez peut-être calculer des informations au niveau du ménage concernant la composition du ménage, vous pouvez bien sûr inclure les membres du ménage dans votre extrait de données. Mais pour aujourd'hui, nous allons simplement nous en tenir aux répondantes. OK ? Alors, maintenant, je vais sélectionner mes variables d'intérêt. Donc, je vais juste passer en revue quelques-unes de nos variables pertinentes. J'aime commencer par quelques variables techniques. Je veux avoir une variable qui nous indique le résultat du questionnaire féminin comme celui que vous décrivez quand il y a un suivi, ou là, s'il y a une partie de suivi, et pourquoi la femme n'a peut-être pas été interrogée au deuxième tour. J'ai donc sélectionné la variable de résultat. Je vais également sélectionner le poids du panel que Phil a mentionné. Donc, nous allons choisir le poids longitudinal et ensuite, je vais jeter un coup d'œil à quelques variables de contrôle
certaines qui sont assez standards, comme l'âge de la femme, son niveau d'éducation, puis son état civil. Et j'ai aussi oublié que je voulais également ajouter que Strata est présélectionné, ce qui est excellent. Et puis, je veux aussi ajouter la parité comme une variable de contrôle parce que c'est définitivement un facteur dans la demande de contraception par une femme. D'accord. Alors, je vais passer au planning familial et ensuite à l'utilisation actuelle ou récente du planning familial, de la planification. Donc, notre variable dépendante que nous allons regarder est la variable CP, ou si la femme utilise un moyen de contraception. Et comme vous l'avez peut-être remarqué, j'ajoute chacune de ces variables à mon panier en cliquant sur le signe plus et vous remarquerez probablement que ce panier de données ressemble beaucoup à un panier d'achat en ligne. Vous allez juste remplir votre panier avec les seules variables qui vous intéressent. Ça permettra à votre fichier d'être propre et net. Et le meilleur, c'est que c'est gratuit avec EPAMS. Donc, voyons voir. Je veux aussi prendre deux autres éléments comme le statut urbain rural du ménage. Et je veux aussi savoir si la femme était un membre habituel du ménage ou non et si elle avait dormi là la nuit précédente, de sorte que nous puissions trouver la population de facto. Nous voulons aussi savoir peut-être la richesse de son ménage, le statut. Et enfin, nous arriverons à des principales variables explicatives, donc avec ces échantillons de phase 2 qui ont été menés après que les restrictions de Covid aient eu lieu, ils ont ajouté beaucoup de questions pour avoir une idée sur la façon dont les restrictions et le Covid ont affecté ces femmes. Et une des grandes caractéristiques de notre site web est que vous pouvez aussi sélectionner tous les membres d'un groupe, mais il y en a un en particulier sur lequel je voulais me concentrer, c'est la perte de revenus. Et ceci est aussi une brève démonstration du fonctionnement de notre site web. Si je voulais en savoir plus sur cette perte de revenus variable résultant des restrictions Covid-19, j'appuie sur le nom de la variable et cela m'amène à une documentation sur la variable en particulier. Si je veux signaler que l'univers qu'il y a une restriction dessus. Donc, cette variable était demandée uniquement aux femmes dont le ménage a subi une perte de revenus au cours des 12 derniers mois. Donc, si je reviens à la section sur le code, toutes les femmes qui n'étaient pas dans l'univers pour cette question, leur ménage n'a pas perdu de revenus. Donc, ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas, cela ne signifie pas lorsqu'elles ont un NIU que leur ménage n'a pas perdu de revenus. Et ça va être essentiel pour le groupe de discussion. Et il y a aussi le questionnaire que j'ai mentionné avant, toute la documentation autour de cette variable accessible en quelques clics. OK. Et puis, j'ai une dernière variable que je voudrais ajouter et c'est celle dont nous avons parlé plus tôt. C'est l'inquiétude de la femme concernant la possibilité d'être infectée. Je vais l'ajouter. OK, super. Donc, je vais voir mon panier, revoir les variables que j'ai sélectionnées et ensuite, je vais créer mon extrait de données. Il y a une chose sur laquelle je veux attirer votre attention sur le fait que si vous allez à la session R, si vous allez, vous allez voir créer un fichier à largeur fixe. Donc, je vais dire que c'est la version R pour cet atelier et ensuite, je vais soumettre mon extrait. Excellent. Et puis, c'est une fonction très pratique que j'utilise tout le temps parce que, bien sûr, j'oublie toujours d'ajouter la dernière variable dont j'avais besoin. Vous pouvez prendre un extrait existant que vous avez créé et le réviser. Donc, ce que je vais faire, si vous venez à la version Stata de la session, vous irez changer le format des données et sélectionner Stata plutôt. Alors, je vais soumettre cela. Excellent.
Donc, avec ça, je pense que nous pouvons, voyons Laura, je pense que je pourrais juste partager la présentation. Je l'ai ici et j'ai 2 autres diapositives avant de passer à la réunion en petit groupe. Donc, je voulais juste faire un rapide récapitulatif. Donc, les principales variables que nous allons étudier aujourd'hui sont le CP, qui est notre variable dépendante. Et on va dire que c'est ce que la femme utilisait comme méthode contraceptive dans la phase dans laquelle elle a été observée. Donc, on aura un fichier de données au format large. Donc, CP grand-1 va être la variable de si oui ou non elle utilisait une méthode quand elle a été interrogée fin 2019. Et CP grand-2 va être la variable indiquant si elle utilisait une méthode contraceptive dans la phase 2. Et ensuite, la perte de revenus CV qui indique si le ménage a perdu des revenus, si c'était dû au Covid. Ensuite, la préoccupation du Covid est une échelle de Likert sur le degré d'inquiétude de la femme à être infectée par le Covid. Et il y a une chose que je souhaiterais noter ici, ça ne prendra pas plus d'1 minute. Ce n'est pas parce qu'une femme n'utilisait pas de planification familiale en phase 1 ou en phase 2, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas utilisé une méthode à un moment donné entre les deux, puis qu'elle a arrêté avant d'être à nouveau interrogée. Donc la PME collecte également un calendrier de contraception. Nous n'allons pas utiliser ces données aujourd'hui, mais c'est quelque chose que vous devriez garder à l'esprit, que nous n'incluons pas les femmes qui utilisent pendant une courte période et qui ont arrêté de l'utiliser avant que nous les interrogions à nouveau. Donc sur ce... oui, pour les sessions en petit groupe dans MS Data aujourd'hui, nous allons utiliser l'article de Carpetal sur la contraception pendant le Covid-19 en Afrique subsaharienne, les preuves longitudinales de Burkina et Faso au Kenya servira de cadre d'orientation pour aujourd'hui. Mais la principale différence entre cet article et ce que nous allons faire aujourd'hui est que les auteurs ont fusionné les données de la phase 1 avec les données d'une enquête téléphonique sur le Covid-19 en utilisant, par exemple, les mêmes familles de l'enquête de référence qui ont été interrogées en été. Mais dans cet atelier, nous allons en fait utiliser les données de la phase 1 et de la phase 2. Mais vous pouvez tout à fait télécharger les données de l'enquête téléphonique COVID séparément et les fusionner avec le fichier de données qu'on vient de créer. Et vous fusionnerez ça sur la variable FQINSTID qui correspond à l'identifiant FEMA. OK, super. Donc maintenant, je vais créer des salles de réunion pour que vous ayez le choix de participer à la session R avec Matt ou à la session Stata avec moi. Et si vous ne choisissez pas une salle de réunion, vous serez assigné aléatoirement à l'une d'elles. OK, très bien. Nous avons fini avec les présentations en plénière, celles présentées par PMA et celles présentées par IPUMS. Et je pense que c'est le moment d'aller en session de petits groupes. Et comme ça a été mentionné en fin de vidéo, nous avons le choix entre la session sur Stata et la session sur R. Chacun pourra choisir le groupe où il se sent le plus à l'aise. Et à défaut, vous aurez un groupe à défaut dans lequel vous serez automatiquement assigné.